Bonjour à tous. Je vous laisse prendre place. Je vais me présenter parce que c'est toujours la partie la moins intéressante. Comme ça, on gagne du temps. On est déjà un petit peu limite. Donc, moi, je suis le docteur Jérôme Renou. Je suis radiologue. Je travaille à l'INSEP, à l'hôpital américain. Je remercie donc l'équipe de chirurgie du sport pour cette invitation. Je vais vous parler des entorses de la syndesmose tibiofibulaire distale. Donc, la péronéo-tibiale inférieure pour parler, comme avant 1985. On l'appelle encore tous un petit peu comme ça. Je vais essayer de vous montrer les différents examens d'imagerie et ce qu'on peut en tirer en particulier pour décider de la prise en charge thérapeutique. On commence toujours un petit peu par de l'anatomie, c'est toujours important. Ce sont des examens majoritairement morphologiques que je vais vous montrer. Quelques-uns sont fonctionnels et il faut absolument, bien connaître cette anatomie. On va faire plutôt simple. J'ai repris ces très, très belles dissections de Golano, dans cet article de 2010 et donc, quand on regarde une syndesmose tibiofibulaire distale, on a des ligaments, pardon, hop, qui reviennent, voilà. On a des ligaments antérieurs, postérieurs et moyens. Il faut savoir que cette articulation, c'est une articulation de type trochléenne, c'est-à-dire qu'elle a un seul degré de liberté dans le plan sagittal. Voilà, on verra qu'il y a de tout petits, mouvements physiologiques de cisaillement, mais qui sont absolument, négligeables en anatomie normale. Sur le plan articulaire, finalement, cette, articulation tibiofibulaire distale, c'est une expansion, de la capsule synoviale de la talocrurale, qu'on voit, donc ici, là. Donc c'est une petite arthrodie qui vient, mouler, les faces internes de la fibula et du tibia et on voit que le tibia se déforme, comme ceci là, avec cette concavité qui répond à la fibula et il y a d'ailleurs, des patients assez dysmorphiques avec, des gouttières ici relativement plates. Donc il y a 4 structures ligamentaires, pour simplifier. On va parler du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, c'est très long, je vais l'appeler le LTFAI, qu'on voit ici, qui est, vous le voyez, très haut, hein, avec, plusieurs faisceaux ligamentaires, dont un inférieur qui est inconstant, mais très fréquent, qu'on appelle le faisceau accessoire de Bassett. Ensuite, on a le ligament interosseux et la membrane interosseuse, dont on ne voit qu'une partie sur ce schéma, puisque la membrane interosseuse remonte le long de la jambe. Et enfin, quand on part, attendez, derrière, voilà, on va avoir le ligament tibiofibulaire postéro-inférieur, donc on va l'appeler LTFPI, qui unit le tibia et la fibula. Sur le plan de la biomécanique, bah, il y a très, très peu de mouvement, hein. C'est dans le titre, c'est une syndesmose, donc ça bouge, mais extrêmement peu et on va avoir des tout petits mouvements de la fibula, par rapport au tibia, des mouvements de rotation externe et des mouvements de translation antérieure, postérieure et finalement l'entorse de la syndesmose, c'est une exagération de ces mouvements, qui va, provoquer les lésions. Voilà. Autre stabilisateur, de l'articulation, stabilisateur indirect et on va en parler, c'est le ligament collatéral, médial de la cheville, le fameux LLI. Puisque finalement pour, blesser une syndesmose, il va falloir qu'il y ait, un gros mouvement du talus. C'est le talus qui va être moteur de l'entorse de la syndesmose et donc ce talus est quand même maintenu par le ligament collatéral médial et comme ce sont ces mouvements latéraux qui vont, conditionner ces lésions-là, lui aussi va avoir une importance dans ces entorses. Le mécanisme le plus souvent retrouvé, bien que ce ne soit pas exclusif, c'est une rotation externe sur une cheville bloquée en flexion dorsale ou à peu près à 90°. Si on regarde d'en haut, vous avez donc le pied, ici le tibia et la fibula et on va se retrouver avec un mécanisme qui fait comme ça. Le pied tourne sur le côté, la joue latérale du talus s'appuie sur la fibula, la fait tourner en arrière et la déplace enfin pardon, la fait tourner, en dehors et la déplace en arrière. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est comme un livre qu'on ouvre, c'est-à-dire que les lésions vont aller d'avant en arrière et c'est assez important parce que finalement, c'est toujours le ligament antérieur, le LTFI, qui sera le premier lésé. C'est assez intéressant parce qu'il constitue un ligament sentinelle sur le plan diagnostique. S'il est normal, il y a presque 100 de chances pour que le reste soit normal. Et donc en général, dans ce qu'on voit, c'est d'abord le LTFI, le ligament interosseux et la membrane, puis enfin le ligament tibio fibulaire postéro-inférieur.
L'atteinte du ligament tibiofibulaire postéro-inférieur, comme vous le voyez sur le schéma, enfin la fin du petit schéma que je vous ai montré, il n'y a pas de traction. Il y a en fait une compression de ce ligament, voire dans certains mécanismes quand la rotation externe est très marquée, une fracture ou une avulsion par, impaction de la fibula sur le bord postérieur du tibia à cet endroit-là. Donc il ne faut pas s'attendre à voir une déchirure en plein corps, c'est, exceptionnel, mais ce sont surtout des atteintes de la tâche, voire même des fractures au niveau de la tâche. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez cette rotation externe ici, avec finalement une jambe qui ne bouge pas, eh bien, vous voyez que le talus se déplace par rapport au tibia et c'est là qu'on voit l'importance majeure du ligament collatéral médial qui va limiter cette rotation externe et cette translation latérale. Et dans les entorses les plus graves, on va avoir, après la lésion de la syndesmose tibiofibulaire distale, une lésion du ligament collatéral médial qui va rendre le talus complètement mobile dans cette fameuse mortaise dont on nous parlait à la fac. Bien sûr, on peut avoir des lésions osseuses. Là, je parle essentiellement des entorses, donc des lésions ligamentaires, mais on reviendra dessus. S'il y a des lésions, des malléoles qui passent par la syndesmose, on peut avoir une atteinte de l'ensemble tenon-mortaise. Voilà un petit exemple. Regardez le 10, il se fait bloquer le pied et on lui shoot en même temps pour le mettre en rotation externe. Pas très sympa. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, un prototype de lésion de la tibiofibulaire distale. Bon, l'avantage de ce joueur-là, c'est qu'il en avait eu 15 avant. Donc, finalement, ça s'est extrêmement bien passé pour lui. Il était extrêmement laxe. D'autres exemples, un plaquage au football américain où on voit que le pied se bloque complètement. Alors, ouais, le pied se bloque complètement ici, se plante dans le sol et le poids du joueur associé à la force cinétique de celui qui le plaque, voilà. Ou alors une chute un peu tout seul avec le pied qui se bloque dans le gazon, vous voyez, et le poids du joueur qui provoque cette rotation externe. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'actions, mais finalement un peu toujours cette association, rotation externe, dorsiflexion. Je vais passer très très vite sur les fractures parce que là, le diagnostic est quand même plus aisé. Donc, il y a la classification de Weber, je ne sais pas si on en est toujours là, mais les sous-ligamentaires, interligamentaires, susligamentaires, il faut quand même un petit peu avoir l'œil. Il y a les fractures qui peuvent être évidentes. Donc là, vous avez les différents mécanismes avec les lésions associées des malléoles. Je vous les mets un petit peu toutes, surtout celles qui vont atteindre la syndesmose. Donc, de la fracture bimalléolaire un peu classique que vous avez ici, dont le diagnostic ne pose pas vraiment de problème. Vous regarderez bien sûr à chaque fois le diastasis tibiofibulaire distal, etc. Et puis, vous commencez à voir des choses un tout petit peu plus discrètes, avec des lésions finalement relativement hautes, qui sont plus vraiment malléolaires, mais là, quand même, il faut avoir l'œil attiré par cette espèce de diastasis qui correspond à une lésion du ligament collatéral médial et surtout sur ces fractures de la marge postérieure du tibia qui peuvent passer à la trappe lors des interprétations par le radiologue, le médecin, le chirurgien. J'espère pas, mais bon, ça arrive. Voilà. Quand on regarde, cette radio-là, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde vite la première, celle de face, on peut se dire: «Il y a pas grand-chose». Bon, je vous en ai un peu parlé avant, vous vous dites: «Non, ça pue un peu» et puis vous regardez le profil, vous voyez qu'il y a cette fracture, pardon, de la marge postérieure, je vais y arriver, du tibia et si on regarde beaucoup mieux le cliché de face, on voit que d'une part, j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, mais il y a un tout petit arrachement osseux. D'ailleurs, il y a un bâillement, donc il y a une lésion du ligament collatéral médial. On voit aussi un aspect vraiment empâté des tissus mous en regard de la malléole médiale. Donc on est bien sur une lésion de la syndesmose a priori, alors qu'on ne voit pas ce fameux diastasis tibiofibulaire. On va revenir dessus. D'ailleurs, ce patient avait une vraie bimalléolaire, puisque lorsqu'on regardait un peu plus haut, on avait un équivalent de maison neuve avec une fracture de la fibula. Pourquoi on s'intéresse à ces entorses de la syndesmose? Eh bien, c'est parce que les entorses instables ont un pronostic fonctionnel absolument épouvantable à moyen et long terme. Vous comprenez que si la mortaise s'écarte, la surface de contact entre le tibia et le talus va diminuer, la charge par centimètre carré va augmenter, et donc vous allez très rapidement avoir des anomalies dégénératives cartilagineuses, et donc une arthrose qui va s'installer
L'arthrose de cheville, c'est pas encore comme l'arthrose de hanche. On ne peut pas appareiller aussi facilement les patients. Ce sont vraiment des suites assez pénibles pour les patients et je ne vous parle pas des sportifs. Donc en général, les traumatismes sont quand même à haute énergie, haute vélocité. Je vais parler du sport, donc les sports concernés, il y a les sports de pivot, les sports de contact, de combat et les sports de glisse. Heu il y a énormément de chiffres qui vont traîner, sur la fréquence de ces lésions de la syndesmose dans les entorses de cheville. Vous savez que les entorses de cheville, c'est presque un problème de santé publique. On parle de 2 millions d'entorses qui consultent aux urgences par an en France. Ça fait 6 000 par jour, c'est beaucoup. Et il y a probablement, déjà tous ceux qui viennent pas aux urgences qu'on ne peut pas comptabiliser. Et puis, il y a des sous-diagnostics. Donc, il ne faut pas passer à côté des fractures, ça on l'a vu, c'est extrêmement important. Mais on va voir que finalement, ces entorses de la syndesmose, quand on augmente la précision diagnostique, leur fréquence augmente mécaniquement. Donc, on est à peu près à 12-18 dans la population générale et dans les populations sportives, ça peut atteindre 25 en particulier pour les sports de contact. Alors comment ça s'explore en imagerie? Parce que finalement, c'est pour ça que je suis là. On va commencer par la radio. La radio, c'est tout simple, c'est la recherche de ce diastasis. Mais encore faut-il bien le rechercher. Il y a 3 mesures à faire et j'annonce tout de suite la rouge, oubliez-la, hein, c'est le chevauchement entre le tibia et la fibula. Il y a plein de causes d'erreur, elle a été remise en question plein de fois. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'écart entre le bord et latéral, enfin oui, le bord médial pardon de la fibula et ici, ce petit rebord du tibia. Dès que ça atteint 6 millimètres ou plus, c'est pathologique. Celle qu'on oublie énormément, c'est ce diastasis-là entre la malléole médiale et la joue médiale du talus. Il faut absolument y penser. Donc, soit vous avez un cliché de Mortez, c'est-à-dire une face rotation interne, et la norme, c'est 4 millimètres. Mais je pense que le mieux, c'est de se dire l'interligne ici doit être égale à l'interligne ici. Donc, s'il est supérieur, c'est que vous avez un diastasis au niveau de la malléole médiale et que vous avez une entorse de la syndesmose qui est grave, même en l'absence de diastasis entre le tibia et la fibula. L'échographie, c'est un bon examen, en particulier pour la partie antérieure de la syndesmose, parce que le faisceau antérieur, le LTFAI, est superficiel. Alors, c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus de médecins font de l'échographie. Le problème, c'est le sujet sain, finalement, hein. C'est ça, c'est-à-dire que si je ne vous fais pas cette petite ligne bleue, vous ne l'avez pas vue. En gros, si vous voyez rien, c'est qu'a priori, il ne se passe pas grand-chose, mais je vous conseille quand même de vous entraîner avant d'en faire. Par contre, dès qu'on va avoir des pathologies, le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur va devenir beaucoup plus visible puisque son caractère hyperéchogène et isoéchogène au gras est perdu et donc on va avoir ce genre de tuméfaction œdémateuse comme ici, là et on va voir, on pourra même tester sa tension, on reviendra dessus. Ensuite, vous pouvez être un peu embêté. Vous voyez ici, vous avez une lésion, du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Il n'y a pas vraiment de diastasis, mais on a l'impression que c'est désorganisé. Est-ce que c'est une rupture partielle, totale? Est-ce que c'est juste un œdème? Eh bien, l'avantage de l'écho, c'est que c'est un examen dynamique, donc vous pouvez faire des tests dynamiques qui peuvent s'inspirer des tests cliniques. Là, une dorsiflexion, c'est le plus facile et on voit qu'apparaît le petit diastasis entre les 2 moignons ligamentaires et donc il y a une rupture complète du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du squeeze test, de la rotation externe ou de la dorsiflexion. Quand on fait un examen échographique, le plus facile, c'est la dorsiflexion. Pourquoi la dorsiflexion, ça marche? Eh bien, le dôme talien est plus large en avant qu'en arrière. Donc, quand vous faites de la dorsiflexion, vous engagez cette partie antérieure, vous mettez une contrainte antérieure sur la syndesmose et ça l'écarte, ce qui permet de dépister ces lésions parfois un petit peu difficiles d'interprétation. Le faisceau de Bassett, je vous l'ai dit, c'est le petit faisceau accessoire qui est inconstant, mais quand même très, très fréquent. C'est important, enfin, il est important, mais pas dans la syndesmose. Il peut donner des conflits antérolatéraux. C'est la portion la plus inférieure du LTFAI. On le voit ici sur cette préparation anatomique, avec ce tout petit faisceau qui a été un petit peu individualisé du reste. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, il peut venir en conflit avec le dôme talien. L'IRM est très, très intéressante parce que, maintenant avec les progrès techniques, l'intelligence artificielle, on arrive à faire des 3D qui nous permettent de reconstruire comme en scanner, c'est-à-dire dans tous les plans. Donc soit
vous êtes vieux, vous avez appris à lire dans des plans orthogonaux et ça vous pose pas de problème, soit vraiment, vous voulez, bien montrer les choses et là, vous voyez que sur une coupe qui est complètement oblique, vous arrivez exactement dans le plan du LTFAI, vous pouvez parfaitement l'interpréter. C'est vrai pour tous les autres ligaments. Donc ce ligament, vous voyez là sur une rupture du LTFAI, vous avez 3 niveaux de coupe. Je vous l'ai dit, il est très haut et finalement il peut être uniquement partiellement lésé. Et là, on va pouvoir voir, enfin on n'a fait que 3 coupes, c'est arbitraire, mais on va pouvoir voir ici qu'il est rompu, rompu. Et là, on a quelques fibres qui tiennent. Donc c'est une rupture partielle, bien que presque subtotale, du LTFAI. On peut aussi les voir en frontal et chose assez intéressante pour ceux qui vont faire de l'échographie, vous voyez son orientation, il est extrêmement vertical, hein. Il n'a rien à voir avec l'orientation du ligament talofibulaire antérieur et vous avez ici donc un normal et là un rompu. Je suis désolé, moi je suis un peu en diagonale, voilà, ces coupes frontales sont quand même intéressantes pour voir, justement cette perte d'orientation des fibres qui est un signe capital de la rupture totale. Voilà d'autres exemples à gauche puis à droite avec, une rupture enfin une avulsion de la tâche fibulaire. La membrane interosseuse. La membrane interosseuse en échographie, ça commence à être un petit peu profond. On ne peut pas obliquer le faisceau ultrasonore, donc on va la voir très bien quand elle est saine. Elle est juste là, entre le tibia et la fibula, mais vous voyez qu'elle a une position assez encaissée qui nous dérange. On pourra voir quelquefois des ruptures, mais finalement, ce qu'on voit, c'est surtout le saignement qu'il y a autour. On aura du mal à caractériser cette rupture, alors qu'en IRM, on est très très à l'aise, on la voit parfaitement, hein. C'est cette petite ligne noire entre le tibia et la fibula. On peut tout à fait mettre en évidence cette rupture. C'est compliqué, on utilise beaucoup de T2 FATSA, tout est un peu noir et l'avantage dans les gens qui se blessent, c'est qu'ils ont la gentillesse de faire de l'œdème, du sang, donc du blanc et ça nous donne un contraste excellent pour voir les lésions. Il y a des lésions qui sont un peu plus piégeantes, hein, comme, ce patient. Alors là, c'est normal, mais là, vous voyez, c'est pas vraiment une lésion de la membrane interosseuse, mais un décollement périosté de la tâche tibiale qui est finalement une lésion assez fréquente et on ne peut qu'imaginer la difficulté de faire ce diagnostic en échographie. Le postérieur se voit pas mal en échographie, il est un tout petit peu plus profond, mais ça se voit, donc là, c'est fléché, je ne vous le montre pas et comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des lésions du corps ligamentaire, mais plutôt des arrachements de la tâche tibiale qu'on va voir, je vous rappelle, translation postérieure, rotation externe de la fibula qui vient taper sur la tâche tibiale du LTFPI et on peut mettre en évidence ces lésions qui peuvent aller, comme sur cet exemple, jusqu'à la fracture de la marge postérieure du tibia et donc là, vous avez l'explication complète, des radios que je vous ai montrées tout à l'heure. Des classifications, il y en a plein, Clanton, Sika, West Point et cetera. Heu, à 6 cas près, elles sont toutes en 3 stades. En gros, 1 c'est presque rien, 3 c'est instable et 2 on est dans une espèce de flou artistique où on a quelques ligaments, rompus et ce qu'ils disent dans toutes les études, c'est majoritairement stable, mais voilà, il y en a qui sont instables dans le lot. La classification de SICA, c'est une classification qui est finalement uniquement anatomique, hein, qui va parler, des ligaments, donc d'abord l'antérieur, le moyen, le postérieur et enfin le LCM. Elle n'a que cet intérêt-là puisqu'elle suit, le processus lésionnel, mais, vous allez le voir, on n'a pas beaucoup de traduction clinique de cette classification. Alain Frey avait fait une petite étude, sur les syndesmoses à l'INSEP, sur plusieurs athlètes, tous sports confondus. Donc il avait repris des dossiers de 2015 à 2018. Il y avait 321 entorses et il avait trouvé quand même 22,4 d'entorses de la syndesmose chez ces patients, avec, des pics dans certaines disciplines, en particulier le judo, avec, quasiment la moitié des entorses qui touchaient la syndesmose, ce qui est quand même assez impressionnant. Et on avait essayé de ressortir, le return to play, donc le retour, sur les terrains et le type lésionnel. On voyait que finalement dans les types bénins, c'est-à-dire un simple épaississement, une entorse bénigne du faisceau antérieur, c'était relativement rapide, hein, on était à moins de 3 semaines. Rupture partielle, ça doublait. Rupture totale, ça doublait encore. La rupture de la membrane interosseuse, paradoxalement, c'est presque pareil que la rupture totale du LTFAI, mais un tout petit peu moins. Et quand on avait un diastasis visible en échographie, le délai était là beaucoup plus important, il était de 12 semaines. Ce qui pose problème, je trouve, dans cette série, c'est que finalement, on n'a que 2 patients qui ont été opérés, donc ça fait moins de 3 et qu'on a quand même sur, toute la cohorte de patients, donc on était, au-dessus de 70, 9 patients, donc plus de 10 qui présentaient des séquelles à 6 mois.
ils n'avaient pas de diastasis le plus souvent, ils avaient des lésions du faisceau antérieur, du faisceau moyen, mais finalement, on n'avait rien qui permettait de prévoir cette évolution défavorable sur l'atteinte uniquement anatomique. Donc, il n'y a pas de critère morphologique de ce que j'appelle l'instabilité occulte, c'est-à-dire pas l'entorse de la syndesmose où ça bâille énormément et on l'envoie directement chez le chirurgien. On a essayé de se développer un petit peu et de créer des clichés dynamiques quand on voit pas le diastasis. Alors le cliché dynamique, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il soit comparatif. Il y a quand même des écarts tibia-fibula qui changent en fonction des patients, donc bilatéral, comparatif. Et il faut avoir le cliché au repos et le cliché en stress. Voilà. Donc en gros, on fait une espèce de position du chasse-neige. Alors, j'ai demandé à ChatGPT hier soir de me dessiner le patient, j'y suis pas arrivé, donc la seule personne réveillée, c'est mon fils qui est en P1. Je lui ai dit: «Vas-y, fais-le». Donc voilà, c'est en gros cette position, on voit rien avec son pantalon noir, mais on est en chasse-neige, mais avec les pieds parallèles. Quand on fléchit la jambe, ça donne une dorsiflexion et quand on rapproche les genoux, ça donne une rotation externe relative de cheville et ça met en stress la syndesmose, comme vous le voyez ici, hein, c'est quelqu'un qui ne bâillait pas du tout sur les clichés au repos et qui là bâille de manière significative. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans ces cas un petit peu limites. Donc, en gros, nous, ce qu'on propose pour la prise en charge diagnostique, non pas thérapeutique, c'est bien sûr l'importance de l'anamnèse, puisque le mécanisme lésionnel joue un rôle. On aime bien, nous, les radiologues, qu'un vrai clinicien ait vu les patients avant nous. Et donc, si c'est positif, on propose bien sûr une radiographie. Il ne faudrait pas passer à côté d'un diastasis spontané ou d'une fracture bimalléolaire. Et puis une échographie qui, si elle est disponible facilement, permet au moins de vérifier si le faisceau antérieur est touché. Si le faisceau antérieur est touché, je pense qu'on est arrivé à peu près au maximum des performances correctes de l'échographie. Et là, il faut basculer sur un examen un tout petit peu plus puissant, type IRM, qui va permettre de rechercher des lésions plus postérieures, membrane interosseuse, etc. Et s'il y a une atteinte qui n'est pas uniquement du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, moi je propose quand même la réalisation systématique de ces clichés dynamiques qui permettent de dépister les instabilités occultes. Ah, il faut que je revienne. Voilà. Je finis donc, le problème qu'on a eu, c'est que finalement l'imagerie faisant des progrès, la connaissance des imageurs faisant des progrès aussi, finalement, on fait de plus en plus le diagnostic d'entorse tibiofibulaire distale bénigne. Donc on se retrouve avec énormément de ces entorses qu'on ne sait pas encore complètement bien gérer. Les formes graves avec diastasis d'emblée, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Ce sont des gens qui vont aller directement voir les chirurgiens et être bien pris en charge. Simplement, leur incidence dans les entorses de la syndesmose sont beaucoup plus faibles qu'avant, hein. Vous voyez 3 dans la série INSEP, alors que quand on reprend la dernière méta-analyse, on était à plus d'un tiers. Voilà, donc le challenge pour moi, c'est vraiment de dépister ces stades 2, ces instabilités occultes, pour éviter les séquelles à moyen terme avec ces examens que je vous ai proposés, donc écho, si LTFI touché, IRM, et si la membrane est touchée, on fait les radiodynamiques. Voilà, je vous remercie.